Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers le deuxième exercice électoral sous le régime Talon. Le 17 mai prochain, sauf fait extraordinaire, le peuple béninois sera aux urnes. Un scrutin qui intervient un an après le très exclusif scrutin du 28 avril 2019 avec son cortège. Faut-il encore le rappeler, mesdames, messieurs, d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Depuis, l'eau semble avoir coulé sous les ponts. Dialogue politique, toilettage des tests, nombre d'initiatives ont été prises en vue d'éviter les écueils d'hier. Communal et municipal du 17 mai prochain au Bénin. Quelle avancée par rapport aux législatives d'avril 2019. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. En ma compagnie pour cet instant débat, oui, quelques confrères. Et de ma droite, j'ai Kodovi Ametono, avec qui on avait fait la revue de ce jour. Kodovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité renouvelée. C'est moi. Ces temps de Covid-19, ce n'est pas évident. La disponibilité, bien entendu, en face. Kodovi Ametono, Landry Salano, il n'est non plus à présenter. Landry Salano, bonjour. Bonjour Joël Etondi. Et merci d'être là pour nous accompagner. C'est moi. Le plaisir est donc partagé chez les invités, tous aux urnes le 17 mai prochain. Mesdames, Messieurs, c'est le message phare qu'on peut lire désormais au fronton de l'enseigne d'un certain nombre de formations politiques au Bénin. En tout cas, c'est en lice pour les communales et municipales. Au niveau des états-majors de dites formations, l'ambiance est des plus gaies et mouvementée. Landry Salano, je vais retourner vers vous. L'ambiance qui prévaut au niveau des états-majors des formations politiques, ça crève les yeux pour ceux qui sont en lice, bien évidemment. Mais avant d'en arriver là, l'ambiance en général, dans le pays, on est là, exactement à un mois du scrutin. Comment l'appréciez-vous? Si, bien évidemment, vous devez regarder un peu dans le rétroviseur par rapport à l'ambiance électorale de 2019. Alors, écoutez Joël, lorsque je regarde dans le miroir, dans la glace, je me replonge un peu il y a un an, en 2019, pour les législatives, à cette période, en tout cas à un mois du scrutin, les partis politiques étaient beaucoup plus stressés sur la validation de leur candidature. C'est-à-dire, à cette étape principale, c'était de dire, est-ce que je participe ou pas au scrutin? Souvenez-vous des différentes rencontres que le chef de l'État a eues avec les partis. C'était en mars, c'est-à-dire quelques jours pratiquement déjà avant la tenue donc, du scrutin. Donc les partis étaient plus stressés par la validation de leur candidature il y a un an. Alors qu'à l'étape actuelle, c'est-à-dire on vient déjà, j'allais dire, de dépasser cette étape de la validation au moins des différents partis politiques ou candidats qui doivent donc prendre part à cette élection. Il y a évidemment un an, c'était donc 2 partis, cette fois-ci c'est 5. Sauf que cette fois-ci, notamment aussi en 2020, au-delà de cette ambiance qu'on peut observer notamment au niveau de ces partis qui ont reçu désormais le quitus de participer à ces élections, on s'attelle déjà, c'est qu'il y a aussi, comment dit-on, une autre ambiance qui vient dans le pays, j'allais dire d'ailleurs mondiale, à travers notamment la question de la pandémie du Covid-19, qui s'ajoute aussi, disons, à toutes ces activités que doivent pouvoir faire ces partis politiques avec une différence. C'est-à-dire, on veut sans doute aller au niveau des électeurs, tenir cette rencontre, mais on est totalement limité parce que à cela vient s'ajouter désormais la pandémie du Covid-19 qui vient aussi un peu gripper tout. Donc voilà un peu juste sur cet aspect, je vais te dire, la comparaison que je tenais donc à faire. Ah oui, il y a autre temps, comme on le dit vraiment autrement. Oui, quand je viens maintenant sur la question d'une ambiance des plus crispées, rappel vis-à-vis tout à l'heure, tendue. 2020, les choses semblent avoir bougé d'une manière ou d'une autre. Bon, est-ce que véritablement ça a bougé? Je dirais non, c'est beaucoup plus une ambiance contrastée que l'on note aujourd'hui. Je crois que je vais rebondir sur le dernier aspect que Landry a évoqué tout à l'heure, cette envie des acteurs politiques d'aller au contact de leur population. Mais c'est tout le monde, c'est pas tout le monde qui a beaucoup plus cette envie-là. Il y a que ceux qui ont effectivement envie de se repositionner,
qui voudront donc expliquer leur position. Vous savez que depuis qu'ils ont obtenu leur récépissé définitif, les forces Corée Point Bénin émergents n'ont pas encore connu une certaine accalmie à leur niveau. Donc il y a un déchirement à ce au niveau niveau. des formations politiques là. Oui, les mais- populations, elles, d'abord, avant de venir aux formations politiques. Bon, si puisque devez vous parlez des comparer- états-majors des partis, alors, mais si vous parlez des populations, Oui. elles ne sont évidemment pas tellement impliquées dans ce processus-là. C'est un processus conduit par les politiques et vous n'avez qu'à vous référer au titre du journal Dynamisme Info qui dit ce matin qu'on a déshabillé la population pour habiller le politique, pour vous rendre compte donc que la population n'est pas véritablement concernée par ce qui se passe. Il n'y a que vraiment ceux qui se sentent beaucoup plus proches de certains acteurs politiques qui n'approuvent pas la méthode actuelle en cours qui consiste donc à leur couper ce petit gagne-pain. Donc, si vous demandez aux concepteurs, par exemple, des gadgets pour ces élections, à ceux qui louent les bâches et les chaises, à ceux qui mettent également leur véhicule à disposition des partis politiques qui ne pourront donc plus gagner ces marchés, ils vous diront simplement que c'est un drame plus que le Covid-19 qui le frappe actuellement. Mais malheureusement, on va faire avec. Coronavirus oblige. Sinon qu'au niveau des populations, ce n'est pas la grande fête, ce n'est pas l'enthousiasme qu'on n'ose pas le passer. Vous étiez en train d'évoquer la situation des formations politiques. Alors, je parle donc d'ambiance contrastée à partir du moment où au niveau des forces Corée Point Bénin émergents, on se déchire toujours par rapport à qui doit diriger le secrétariat exécutif national et qui doit donc véritablement porter cette formation politique pour ces élections communales et municipales. De l'autre côté aussi, certains acteurs politiques de cette même formation politique se retirent malgré qu'ils aient déjà donc, leur nom sur la liste. On se demande véritablement à quelle sauce ils seront mangés le 17 mai prochain. Il y a cette formation de l'autre côté dont je disais qu'ils n'ont pas véritablement besoin donc d'aller au contact de la population parce qu'ils n'ont véritablement pas grand-chose à proposer à ces populations-là. Donc, aussi bien les forces Corée Point Bénin émergents comme le PRD qui ont besoin d'un repositionnement et de l'UDBN qui aujourd'hui affronte pour la première fois véritablement ces élections municipales et communales. Il y a les forces autour donc du chef de l'État, l'Union progressiste et le Bloc républicain qui ont besoin d'un certain ancrage national. Et bien donc à chaque niveau, ça travaille inexorablement parce que le 17 mai, ça ne sera pas repoussé et on attend de voir aussi. On attend de voir. Je reviens là au parcours qui a été celui et des acteurs politiques et des populations parce qu'on fait tout ceci pour un peuple. Il y a eu, après cette élection qu'on n'oubliera pas de sitôt, émaillée par tout ce que vous savez qu'on ne rappelle plus, cette envie de colmater les brèches. Il y a eu donc la fameuse rencontre du dialogue politique. Aujourd'hui, pour ces élections qui s'annoncent, les communales, avez-vous l'impression que cette rencontre, si elle n'avait pas existé, il lui fallut la créer? Non, avec ces communales, pour vous répondre franchement, je ne vois pas l'utilité. Peut-être si le dialogue politique n'existait même pas, il n'aurait, à mon avis, donc aucun impact sur les élections qui devaient se tenir. Parce que n'oubliez pas, c'est-à-dire de façon essentielle, ce qu'on avait dit pour ce dialogue, c'était de dire il y a eu des réformes que nous devons donc faire. Ça a induit la révision de la Constitution, alors qu'on savait que c'était le but principal. Ne nous leurrons pas. Et puis, deuxième chose, quel que soit ce qu'on dira quand même, ça a aussi permis à certains de nos concitoyens de quitter la prison. Même si c'est de droit ou bien de fait. En tout cas, on peut faire après peut-être le débat, mais il y a quand même certains qui ont retrouvé leur liberté. Mais du point de vue politique, c'est-à-dire en matière d'incidence sur la tenue de ce scrutin, je n'y vois pas trop parce que simplement, ça a d'ailleurs permis, au-delà de la révision de la Constitution, de réviser également le code électoral avec l'introduction de beaucoup de choses, alors même que l'objectif, d'ailleurs, le plus grand qui avait été avancé pour la tenue du dialogue politique, c'était de dire, après ces incidents, nous allons tout clos, nous allons remettre la balle à terre pour ramener un peu le calme, pour que désormais, il y ait davantage de partis politiques qui participent. Nous allons alléger le code électoral, mais malheureusement, Joël Yetonji, pas de grand changement. Donc, initialement, pour répondre à votre question, je dirais que pas grande incidence, en tout cas. Si le dialogue ne se tenait même pas, pratiquement rien. Je le dis pourquoi? Parce que les éléments chrysogènes qui étaient contenus dans le code électoral, celui d'ailleurs, il faut d'ailleurs rappeler au passage que en septembre 2019, nous avons promulgué un code électoral pour tenir, de 2018, pardon, pour tenir les élections législatives de 2019. Et en novembre 2019, nous votons encore un nouveau code. C'est-à-dire, le constat qu'on fait, c'est quoi? C'est-à-dire que le régime, ou en tout cas le gouvernement, gère juste les questions d'élection, mais certaines questions politiques de façon conjoncturelle. Or,
la vocation d'un test législatif, c'est de légiférer dans le temps d'une question à autre. C'est-à-dire que c'est de légiférer de façon structurelle. En se plongeant dans plusieurs aides. Donc, si on doit de façon constante régler les problèmes de façon conjoncturelle, alors si une telle chose nous arrive, alors modifions la loi, réglons la question, puisque je ne comprends nulle part, en l'espace de ce temps que nous avons observé, c'était totalement inutile de voter encore, comment dit-on, un nouveau code électoral. Mais je l'ai dit, les éléments chrysogènes qui étaient contenus dans, comment dit-on, le code électoral de 2018, qui avait de septembre 2018, nous en avons également de similaires dans le code de novembre 2019 qui a été promulgué. Là-bas, on avait tellement durci, mais cette fois-ci, n'oubliez pas la question aussi des 10%, 7 qui figuraient au niveau du code électoral pour les autres, pour l'élection législative, mais qu'on a ramené également pour des élections de base qui n'a totalement rien à voir, parce que ici la circonscription c'est la commune, alors qu'au niveau des législatives la circonscription c'est la évidemment, pour me répéter un peu, et pour la présidentielle c'est évidemment le territoire national. Donc l'incompréhension existe à ce niveau, Joël Yetonyi, pour dire finalement qu'il n'y a pas grande avancée par rapport à ces éléments qui avaient été évoqués. On pourrait peut-être revenir un peu plus en détail sur tous ces espaces. C'est sûr, oui. Quand on prend quand même cette rencontre, qui n'aura pas été une rencontre passée quand même sous silence. On a vu tout ce qui a suivi. Alors, en lien avec le scrutin qui s'annonce, il n'y a vraiment pas de parallèle à établir? Oui, écoutez, quand vous prenez tout ce qui a conduit aujourd'hui à pouvoir donc autoriser 5 formations politiques à participer à ce scrutin, vous n'allez pas dire que quelque chose ne s'est pas fait pour ce qui concerne cette nouvelle disposition que Landry croit pratiquement similaire à celle de septembre. Mais dire simplement, par exemple, que l'on a facilité l'obtention du quitus fiscal, on a oublié les fautes mineures également, on a rendu à la limite gratuit les actes administratifs entrant dans le cadre de la constitution des dossiers pour cette élection communale et locale, et qu'aujourd'hui on accompagne également gratuitement les partis politiques parce que c'est l'État qui prend totalement en charge les frais de communication pour cette campagne. Je crois que tout ça, c'est des mesures pour répondre à Landry, entre griffes, pour dire que c'est des mesures quand même qui participent donc à dégeler la crise. Parfois, ça vous donne le sourire quand vous voyez ce qui se passe au Bénin. Et il a dit, on règle de façon conjoncturelle les situations. Alors qu'en réalité, on devrait, pour le long terme, réfléchir. On n'a pas travaillé pour le long terme aujourd'hui, quand vous prenez du recul. Donc, quand il a évoqué tout à l'heure, de septembre à novembre de la même année, on vote 2 codes pour toujours parler des élections. Alors qu'on sait très bien que pour ce qui concerne, même si on s'en tient au protocole de la CEDEAO, vous ne devez quand même pas modifier les dispositions de la loi comme ça, surtout de la loi électorale. Mais on les touche comme ça nous plaît. Ce n'est pas grave jusque-là. Mais si cela ne vient pas pour apporter une solution de longue durée, ce n'est pas la peine d'en arriver là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est beaucoup plus querellé au niveau national? C'est par exemple la question des 10% qu'on n'arrive véritablement pas à expliquer aux populations. Personne ne comprend. Tout à l'heure, elle a signifié un aspect très important. Ici, la circonscription, c'est beaucoup plus d'abord les arrondissements, parce qu'on élit d'abord le chef d'arrondissement. C'est les conseillers d'arrondissement qui sont élus. Et c'est en leur sein maintenant, ils désignent un maire. Alors si la circonscription, c'est l'arrondissement, à partir de ce moment-là, alors le 10%, c'est où? Ça s'applique à l'arrondissement, à la commune ou au niveau national? C'est une grosse interrogation, mais les politiques semblent complices de la situation à partir du moment où ils ont obtenu facilement leurs quitus fiscaux, ils ont obtenu gratuitement les aides administratives et aujourd'hui, ils vont faire la campagne de façon gratuite. Personne n'en parle. Alors, mais quand c'est comme ça, les jours à venir, quand quelqu'un va se réclamer acteur d'un arrondissement et qu'ils sont partis à mobiliser plus de suffrages à ce niveau-là, et pourtant il ne sait pas faire conseiller, qu'est-ce qu'il va dire? On va lui interpréter la loi à sa guise. Mais c'est le piège qui guette aujourd'hui toutes les formations politiques. Ben, personne n'en parle. Et c'est ça ce qu'il faut aujourd'hui relever comme insuffisance de ce nouveau code électoral qu'on a adopté en novembre, juste pour répondre aux exigences de ce dialogue que vous avez appelé dialogue politique, mais qui en réalité n'est qu'un dialogue de clan politique, parce que tous les acteurs politiques ne se sont pas sentis impliqués dans ce dialogue-là, parce que vous vous rappelez, toutes ces formations politiques qui ont participé à ce dialogue, il y a même des ailes qui ont participé, et pour certaines formations politiques, je vais parler des Foscori Point Bénin émergents, en témoignent aujourd'hui les divergences qu'on note au lendemain donc, de leur dépôt de dossier jusqu'à l'obtention de récépissé définitif. Donc c'est dire simplement que
les actes chrysogènes sont toujours en place et la loi de septembre à novembre n'a pas évolué. Alors, je voudrais quand même dire que la question initiale que vous me posez, c'était de savoir est-ce que la tenue du dialogue politique à l'élection avait eu certaines avancées. Donc je répondais principalement à cette question. Sinon, si c'était de savoir est-ce que dans le cours de l'évolution, il y a eu quelques avancées par rapport à la tenue du scrutin. On y reviendra peut-être. Je conviens, il y a des éléments qu'on peut citer, même si on peut juste les qualifier d'éléments d'ornement. Parce que ce qui intéresse aussi dans un débat, c'est de voir au-delà de la forme que nous avons, dans le fond, est-ce qu'il y a véritablement de changement? Autant y aller, parce que ce sont des éléments limités. Comment pouvez-vous parler d'éléments d'ornement? Vous êtes d'avis qu'il n'y aurait pas eu ce dialogue, qu'on n'aurait pas aujourd'hui 5 formations. On devrait pouvoir avoir 10 si on s'en tient aux tests et que les formations politiques, même si aujourd'hui elles se défendent, en quoi la Sénat, si elles ont été disciplinées, respectueuses des tests, c'est qu'on aura jusqu'à une dizaine de formations pour compétir, ce qui n'était pas évident. Quand on allait aux législatives, vous l'avez dit, il y avait cette crainte, cette psychose qui n'existe pas aujourd'hui. Alors, ce dialogue, s'il ne faut pas le saluer en définitive. Non, vous savez, si j'ai un mérite par rapport à ce dialogue qui a été tenu, c'est ce que je dis, c'est-à-dire ceux qui étaient en prison, quel que soit ce qu'on dit sur la loi d'amnistie, je suis très attaché à la question de la liberté. Donc quand les gens sortent de la prison, ne sont pas gardés, pour moi c'est déjà comment dit-on, un gain. Mais le reste, j'ai dit que ce n'est que jusque du subterfuge pour passer donc à autre chose. Quand les politiques ont la conscience tranquille, vous appelez à subterfuge? J'ai juste quelques éléments à évoquer pour vous, pour tenter de vous convaincre, je vais les étendre. Sur la question du nombre de partis politiques, c'est-à-dire pour les législatives, nous avons eu 2, et pour ces communales qui s'annoncent, on aura donc 5. Donc on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas donc une certaine avancée? Dans le code électoral promulgué en septembre 2018, c'est-à-dire, il était dit, par exemple, que lorsque les dossiers, par exemple, étaient donc déposés par les partis politiques, personne n'avait donc plus de, disons, d'attention à pouvoir ajouter une pièce ou pas. Or, après le dialogue politique, c'est-à-dire, on s'est dit... non, désormais, on peut venir compléter les pièces comme c'était par le passé. Comme c'était donc pas le passé, parce que c'est le code modifié en septembre 2018 qui a ajouté ces précisions. Sinon, le code, dans son état promulgué en 2013, 2014, je crois, si ma mémoire est donc bonne, n'apportait donc pas ces précisions. Mais on s'est dit, pour peut-être corser les gens, dès que vous déposez, vous ne faites rien. Donc, c'est le code électoral modifié en septembre 2018 qui a ajouté cette précision. Alors, qu'est-ce qui a changé, Joël Yetonji? Et non, oui, on a fait une erreur. Je suis d'accord. Alors, mais à l'état initial, pourquoi? Après le dialogue politique, on s'est dit, revenons à l'étape initiale. C'est pour dire simplement que, on dit qu'il peut le plus, qu'il peut le meilleur, c'est-à-dire que l'homme politique peut manipuler les tests à sa guise. Mais ce qu'on demande dans l'interprétation, ou bien dans la conception des tests, c'est de dire quoi? S'il y a un minimum, un consensus au niveau de la République sur lequel on peut donc s'entendre, gardons ce minimum. Ce n'est pas de dire, quand ça m'arrange, je peux donc corser, puisque voilà le constat que je fais. Initialement, on peut ajouter, on dit non, on n'ajoute pas, et on revient encore, comment dit-on, à la case départ. Donc pour moi, qui peut le plus, peut le moins, il faut rester sur un consensus dans la République pour la conception des tests. Deuxième élément, je finirai donc sur ce point, parlant du nombre des partis politiques. Nous avons les 2 blocs, il n'y a pas de débat à faire, quel que soit ce qui arrivera. Les 2 blocs sont partis. L'UDBN de Claudine Pouidonsi cette fois-ci, qui était donc recalé. Vous avez un autre parti politique, le PRD aussi, qui a été donc retenu pour participer à cette formation politique. Et puis l'FCBE, voilà, avec cette aile qu'on a donc pu obtenir. L'UDBN dit que je suis de la mouvance présidentielle. Oui. Le PRD dit je soutiens les actions de la mouvance présidentielle. Donc d'abord, nous avons 4 partis politiques qui sont de la mouvance présidentielle. Et puis FCBE dit je suis de l'opposition, je suis d'accord. Mais quelle est l'aile de FCBE aujourd'hui qui participe à ces élections? C'est Rompé, le camp Rompé et puis Yahoo, qui sont 7 membres de FCBE qui, j'avoue, tout le temps ont proclamé qu'ils appartiennent à l'opposition et qui, dans la conception aussi, nous avons vu, ont totalement éclipsé, disons, les partisans les plus proches de Bouni, notamment l'aile due de ce parti. Et vous avez vu les déceptions qui donc continuent. Donc, FCBE, en l'état actuel, qui participe à ces, comment dit-on, ces communales, ce n'est pas FCBE originel. Il faut donc le reconnaître, même si on peut reconnaître. Donc c'est pourquoi je parle d'ornement, c'est-à-dire la différence ou bien l'évolution que l'on voit. Ce n'est que du point de vue de la forme, mais du point de vue du fond, rien n'a pratiquement changé dans la conception. C'est-à-dire que vous n'avez pratiquement que 5 partis qui soutiennent encore les actions du chef d'État, qui prendront donc pas à ces élections. Et moi, c'est une conclusion sur le fond. Ça, donc, moi, je ne veux pas m'en tenir simplement au nom. C'est pourquoi je vous dis que c'était uniquement de l'ornement. Je reviens sur la question du fond, mais quand je dis maintenant, objectivement, on est là en analyse.
est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a juste déplacé les pions pour ne pas avoir la forme originelle de la crise de 2019? Je reprends autrement la question. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure quand vous vous adressiez à Landry qui m'a surpris, parce que vous estimez que si on ne modifiait pas le code, a priori, on aurait toujours les deux formations, les deux blocs. C'est pas évident. À partir du moment où la loi demande aux formations politiques de se mettre en conformité avec un certificat. Alors, toute formation politique, si la loi n'est pas personnelle, toute formation politique qui remplirait donc cette condition-là de nombre de membres fondateurs devrait a priori avoir donc son certificat de conformité. Par conséquent, même avoir une formation politique, ce n'est pas exclu, même si on ne modifiait pas le code. Ça, vous n'avez pas oublié, je parle de tous les efforts qui ont été faits en termes de toilettage, vous n'avez pas oublié qu'il y a des formations qui ont rempli ces conditions. C'est là où la loi devient personnelle. Ah bon? C'est là où la loi devient personnelle. Lorsqu'on se dit, vous avez bien dit, Joël Etondji, oui, que de ne pas oublier qu'il y a des formations qui effectivement avaient rempli ces conditions, mais qui pourtant n'avaient pas pu obtenir leur certificat. Oui, parce qu'il y avait des fautes. Vous pouvez qualifier ça de mineur ou majeur. Vous avez suivi le président de la Sénat, ça c'est officiel, qui a dit malheureusement il y en a qui ont manqué de tact, qui ont laissé des coquilles. Aujourd'hui on lui a dit, ben, vous l'avez souligné tout à l'heure, on lui a dit, ben, écoutez, aujourd'hui, s'il y a certaines erreurs, vous pouvez partir, revenir avec vos dossiers. Ce qui n'était pas possible avant. Oui. S'il n'y avait pas eu ce dialogue, c'est qu'on n'aurait pas ça. Oui. Et ensuite, lorsqu'il arrive que vous déposez vos dossiers et que par inadvertance, le nom de Cordovie se retrouve sur la liste de Cordo et sur l'autre liste, on n'invalide plus. Mais vous n'avez pas dit que ce ne sont pas des avancées. Avant que Landry prenne la parole, vous savez ce qui est ridicule dans tout ce qui se passe et ce que vous démontrez là, c'est le cas MLP, je crois, Mouvement de Libération du Peuple, de Sabin Sira Korogoné. Alors nulle part, la loi n'a demandé que la formation politique qui a plus de dossiers de candidats, en tout cas plus de noms, soit invalidée. Que cette liste-là soit invalidée. Si vous en avez de surplus, un peu comme ce qui s'est passé avec le docteur Ton au Togo, si vous avez de surplus, la loi ne vous demande pas de retirer, la loi ne demande pas qu'on vous retire de la course. Par contre, la loi dit que vous n'êtes pas autorisé à mettre le nom ou les dossiers des mineurs. Vous avez suivi. Non, lorsque vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de la Sénat. Oui, qu'il y a l'esprit de la loi. C'est vous dire simplement que, comme Landry vient de le démontrer tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ça, il y a que 5 formations politiques qui prennent part à ce scrutin, mais véritablement ou visiblement de même couleur, qui soutiennent tous les actions du chef de l'État. Et la formation, par exemple, qui fait cas école aujourd'hui, MLP de Sabin Sira Korogoné, qui se réclame beaucoup plus ou moins, aux yeux donc de l'observateur de l'opposition, a été simplement écarté. C'est vous dire simplement que ça n'a pas évolué. On a juste déplacé les problèmes, comme vous l'avez signifié tout à l'heure dans votre adresse. C'est vous dire simplement que quand vous disiez aussi bien le fond que la forme, ça n'a pas évolué pour ce qui concerne la tenue des législatives que les communales. Nous exposons tous aux mêmes réalités. N'eût été aujourd'hui cette pandémie de Covid-19 qui contraint tout le monde donc au confinement à la limite, eh bien peut-être que vous aurez déjà des sons de cloche. Mais il y a aussi une loi dans la République qui a été adoptée après pour dire qu'on ne veut plus avoir plus de 10 personnes ensemble, réunies. Donc déjà des mesures restrictives pour dire que même si vous êtes primé, vous n'avez pas le droit de réclamer. Donc c'est aussi des dispositions qui sont prises. Là, est-ce que vous n'interprétez pas un peu de trop? Mais on fait quoi de la loi? On interprète la loi. Oui. Alors, vous préférez ce côté des choses? De toutes les façons, j'observe aussi. Vous observez, oui. Landry, en complément, vous voulez dire? Oui, écoutez, lorsque dans une république, ce qui nous appartient tous, ce qui relève du droit devient une faveur, c'est dangereux. C'est-à-dire, ce qui est de droit, vous n'avez besoin de rien faire, Joël Etondji, pour bénéficier de ça. Mais c'est-à-dire que si ce qui vous revient de droit, on doit dire non, c'est une faveur pour vous, monsieur Joël Etondji, on doit attendre que vous vous comportez de telle ou telle manière. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une république. Et pratiquement, c'est ça qui se passe dans la conception, dans tout ce que l'on met dans les tests. Sinon, je me demande, qu'est-ce qui a changé entre les tests, comment dit-on, de septembre 2018 et le code que nous avons en novembre 2019 pour qu'on dise non, cette fois-ci, on peut compléter. Alors que de façon initiale, ce n'était donc pas le cas. Pourquoi l'avoir modifié aussi par le passé? L'objectif qui était simplement visé, c'était d'exclure les gens. Alors cette fois-ci, la conclusion que je voudrais donc faire à ce niveau pour les partis politiques, par le passé, c'était
une exclusion violente qu'on a eu à faire, c'est-à-dire ce n'était que donc les deux. Et cette fois-ci, c'est une exclusion douce qu'on a eu également à faire par rapport à certains partis politiques qui voulaient donc participer à ça. Il est vrai que le cas du MPL, juridiquement, on se pose aussi beaucoup de questions, mais étant légaliste, on s'en tient à la décision peut-être de la Cour suprême pour voir peut-être si la jurisprudence de la Cour serait également constante sur d'autres cas qui s'avéreraient. Sinon, quand même, c'est un peu comme du trop perçu. Vous remboursez juste ce qu'on vous dit, c'est-à-dire il s'agirait peut-être juste de retirer. Mais il y a une décision quand même de la Cour, on s'en tient à ça, peut-être pour respecter pour le moment et de voir comment la Cour va se comporter pour les prochaines fois. Donc, Joël Yetonji, pratiquement, on exclut de façon violente et cette fois-ci, exclusion tous, parce qu'une fois encore, si vous voulez peut-être ne pas être beaucoup plus, je ne sais pas, radical dans ce que je vous disais, je dirais 4 partis sur 5 au moins sont également de la mouvance. C'est très déséquilibré, il n'y a pas pratiquement de différence. Il n'y a pratiquement pas de différence. Quand je viens maintenant, oui, en termes de représentativité, c'est un peu ce à quoi on doit assister dans surtout quand l'option elle est démocratique. Je le dis, est-ce que de ce point de vue, ça a été vraiment une avancée? Le Bénin qui cherche depuis peu ses marques en termes de laboratoire de la démocratie, lentement, on est sur la voie, on est en train de se relever, ou on est toujours assis? Bon, peut-être couché, dirais-vous. Je ne sais pas si ces élections constituent un baromètre pour apprécier l'état de la démocratie du pays, mais si c'est le cas et vous voulez vous en tenir à ça, je crois que, bon, on n'a pas vraiment des éléments d'appréciation. Vous savez, quand vous prenez la Sénat, dans sa définition, c'est la Commission électorale nationale autonome. Oui. Alors je prends le dernier mot, autonome. Ça veut dire que la Sénat, qui est l'organe à charge d'organiser le scrutin, apprécie de la justesse de conduire à terme un processus ou pas lorsque des cas majeurs surgissent. Tout à fait. Alors nous sommes en phase aujourd'hui d'une pandémie. Le gouvernement qui a décidé, qui a convoqué le corps électoral par le truchement du chef de l'État, donc au sorti donc du Conseil des ministres, a décidé d'ajourner pour une date ultérieure un concours au profit du ministère de l'économie et des finances, oui, pour cause de pandémie. Oui. Un concours, ça veut dire qu'il y a une nécessité à ce niveau-là. Mais pour des élections qui n'ont qu'un caractère constitutionnel, on décide quand même de les organiser malgré la pandémie, alors que cela doit regrouper plus de monde que le concours qui était prévu pour le ministère. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il y a cette conférence, cette fameuse conférence des chefs d'institutions. Oui. Mais ça n'a aucune valeur juridique, cette rencontre-là. Mais c'est elle qui décide de l'avenir électoral pour ce qui concerne cette communale et municipale. Alors moi, ça m'interpelle donc à ce niveau. Et je me demande si véritablement l'on est dans la démocratie, parce que là, ici, si c'est le chef de l'État qui a convoqué le corps électoral, il revient de commun accord, peut-être saisi par la Sénat à travers donc la Cour constitutionnelle ou pas, de voir dans quelle mesure il faut poursuivre le processus ou pas. Mais les présidents d'institutions qui, dans une rencontre informelle, décident du sort du scrutin électoral, ça pose problème. Et si c'est ça vous appelez fonctionnement de la démocratie, je dis qu'il y a mal donne. En tout cas, les élections sont une occasion rêvée, oui, pour apprécier l'état de la démocratie. On ne saurait passer la question sous silence. On respecte votre regard. Je demanderai le vôtre sur la question. Le Bénin se relève-t-il progressivement ou ça tourne en rond, en dépit de la volonté affichée des uns des autres? Non, écoutez, à l'étape actuelle, je dirais que je n'observe pas encore une différence. C'est-à-dire, on a sans doute fait le constat des erreurs, mais c'est-à-dire aller dans les actes pour les corriger. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Voilà, malheureusement, par rapport à tout ce qui s'observe actuellement dans la conduite du processus électoral. Et le premier aspect, d'abord, qui me paraît un peu énigmatique et beaucoup plus étonnant, c'est de dire, mais pourquoi maintenir coûte que coûte la date du scrutin au 17 mai prochain, alors que nous avons une pandémie du Covid et que le gouvernement est en train d'annoncer, par exemple, la reprise, comment dit-on, progressive des coûts pour telle ou telle date. Même Alassane Ouattara a décidé pour la présidentielle, en tout cas d'octobre prochain, pratiquement. Il y a des grands médias quand même qui l'ont confirmé. Il est dans la tendance d'un certain report de 2 à 6 mois. Parce que sur la pandémie, il y a eu des retards que l'on accuse. Comment est-ce que, Joël Yetonji, pour une élection dont la circonscription est l'arrondissement ou la commune, si vous voulez, on dit on fait la campagne par médias, c'est-à-dire la télévision ou bien les radios, c'est-à-dire l'élection de proximité où les candidats sont donc obligés, tenus d'aller au niveau, disons, de leur mandat et de dire
Voilà, nous sollicitons donc votre voix pour faire chaud. On dit non, on va vous parler par les médias. Combien de radios nous avons, combien de, télévision nous avons, les messages ne vont pas durer 10 minutes, dit-on, et quelle est un peu l'efficacité de ce qu'on aura à ce niveau. Et qu'est-ce qui, par exemple, pousse à dire nous maintenons la date. C'est incompréhensible. On veut voir les gens faire campagne, par exemple. Laisser. Il ne coûte rien à l'État, par exemple, de dire nous repoussons de quelques jours. J'allais dire le chef d'État, parce que c'est lui qui a convoqué le corps électoral. Nous repoussons l'élection de quelques jours. On laisse le temps aux gens d'aller sur le terrain, d'aller au contact. Qu'est-ce qu'on craint? C'est ça que je suis en train de dire. Et la conclusion à laquelle je suis parvenu également, c'est de dire que le gouvernement, sans doute, veut profiter d'une situation du Covid-19, peut-être pour profiter, parce que, Joël Yetonji, il y a un élément de bis repetita qu'on risque également d'observer, c'est cela, la question du taux de participation. Souvenez-vous, officiellement, la Cour nous avait dit 27%, même si la Sénat avait dit 23%, pas le passé, mais avec la question du Covid que nous avons, avec peut-être aussi les partis qui sont à ce niveau, MPL peut-être exclu, l'EDU et AI qui ne va donc pas, et d'autres partis qui sont sur le carreau, vous pensez que les gens vont évidemment sortir pour aller voter? Donc, je trouve... Vous voulez dire que même sans Covid, la gouvernement risque de rester chez eux. Mais qu'avec le Covid, ça va être pire, c'est cela? Évidemment, avec Covid, ce serait donc pire. Il est vrai que peut-être, je ne fais pas de la prestidigitation ici. Les dispositions prises par le gouvernement. Oui, c'est-à-dire que même si il n'y avait donc pas la question du Covid, évidemment, vous aurez sans doute quelques électeurs qui vont donc sortir. On peut dire que par exemple, peut-être de la mobilisation, il peut peut-être y avoir une légère différence. Mais avec la question du Covid et la crainte que nous avons, il aura du mal, les gens auront du mal donc à sortir pour aller voter. C'est pourquoi on se dit, puisque ce que nous réclamons, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la compétition, c'est la transparence dans les règles. Pourquoi ne pas repousser de quelques jours de dire, cher ami, voilà, 2019, voilà ce qui s'est passé cette fois-ci, pour que, quand nous devons donc nous exprimer, on puisse à la fois évoquer les questions de forme et de fond et de dire quand même nous convenons, parce que c'est aussi ça, plus quand c'est bon, c'est aussi bon de le dire, mais quand ce n'est pas bon également de dire, il faut également améliorer. Donc je vois simplement que pour moi le gouvernement veut profiter d'une situation du Covid pour essayer de masquer la question du taux de participation qui va se tenir. Sinon je ne vois pas l'argument qui concourt simplement à maintenir coûte que coûte ces élections pour ça, puisque tout le monde est craintif, même les candidats sont craintifs, et je me dis comment on peut faire une campagne pas média. C'est vrai, une situation doit arriver un jour, mais voilà, bon, ça m'étonne, quoi. C'est pour la première fois que j'entends ça, en tout cas dans notre histoire. Et je me dis, pour une élection de proximité, c'est pas la bonne option. Donc l'appel pour les invités du jour, mesdames et messieurs, est à ce que vraiment l'autorité puisse revoir sa copie à ce niveau-là. En tout cas, elle est aussi à l'écoute, on l'espère bien. Alors, parlant de ces scrutins, c'est aussi le rôle des institutions de la République. On se rappelle un peu, il y a un an de cela, il y a un certain nombre de structures qui sont revenues au devant de la scène, décriées par-ci, pointées d'un doigt accusateur par-là. Aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du travail qui finalement a été fait? Je commence avec le ministère de l'Intérieur, pour ensuite à la Cour constitutionnelle, avant de revenir à l'institution qui organise même le scrutin. En commençant par le ministère de l'Intérieur. Oui, le ministère de l'Intérieur, disons-nous, par rapport aux différents efforts qui doivent donc être apportés dans le cadre du processus électoral. Il est vrai qu'au niveau de, comment dit-on, de la mobilisation, il joue donc son rôle à son niveau pour mobiliser les forces de l'ordre, davantage à pouvoir sécuriser le vote, pour pouvoir jouer convenablement le rôle, pour qu'il n'y ait pas évidemment de violence ou bien de dégâts sur le terrain. Donc, pratiquement à son niveau, je ne vois pas, je vois un certain statu quo, en tout cas rester dans la même posture, de jouer son rôle à ce niveau, peut-être à moins qu'il y ait autre aspect que vous puissiez évoquer à ce niveau. Je reviens, en fait, pas, il y a quelques détails qu'on ne saurait oublier de sitôt. Je viens d'abord continuer par rapport à ces aspects avant de revenir vers vous. Oui, c'était l'homme qu'on a hier accusé d'être juge et arbitre. En posture de candidat potentiel, et ensuite du ministre de l'Intérieur, qui a même menacé, ça a été mal pris. Ensuite, il y a eu ce dialogue, il y a ce qui paraît comme de mea culpa, ça et là. Alors, vous avez un peu comme l'impression qu'on a grandi au moins de ce point de vue. Il y a eu des efforts, des pas de géants d'effectuer. Parfois, dans votre position de journaliste, animateur, ça vous dérange un peu d'apprécier les choses à leur juste valeur. Vous parlez d'une menace qui a été mal prise. Voyez vous-même, ça pose problème. Un ministre de l'Intérieur, qui est plusieurs candidats, qui dit
tous ceux qui ménagent, je serai le premier à les brûler. Et qui dit que vous aurez beaucoup de contorsions. Beaucoup de factures. Vous pensez que c'est mal pris. Bon, ce n'est pas un débat sur lequel on va revenir. Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas saluer qu'il y a eu d'avancées aujourd'hui, tout ça, et l'homme est salué, vous savez, on félicité pour la discipline. Vous savez, on ne peut pas remercier les gens pour le travail qu'ils font pour prendre le salaire. C'est pas quand du même tout, ça c'est-à-dire, il est là quand vous êtes pour dans ça. un ministère, vous êtes là pour ça. Pas pour menacer les gens. Vous savez, vous faites quoi de la motivation sinon? Non, vous savez, on peut quelquefois, vous savez c'est quoi? On peut quelquefois dire, oui, c'est quand même satisfaisant ce que vous avez fait, parce que remercier, c'est demander plus. Mais on ne va pas s'asseoir sur un plateau. C'est le rôle des communicants qui sont payés pour ça. C'est-à-dire la communication est différente de l'analyse que nous faisons. Et un journaliste, peut-être je pouvais vous dire, n'est pas payé pour venir encenser un régime. Non. Le rôle de journaliste, c'est de la critique, c'est de la contribution. Si les gens ne comprennent pas ça, ils vont passer tout leur temps à dire n'importe quelle chose. Excusez-moi un peu le thème, mais voilà, on entend ça depuis 10 ans, ça ne dit rien pratiquement. Il faut quand même reconnaître le rôle que chacun joue. On ne peut pas remercier les gens pour ce qu'ils font pour prendre le salaire. En tout cas, moi, je le fais. On va continuer, mais la lutte, c'est important de continuer maintenant. Oui, que ce soit clair. Il y a cet aspect-là. Oui, il est vrai. Le journaliste n'est pas un communicant, c'est vrai. Et il y a une confusion de gens terribles qui se fait de plus en plus. C'est des contributions. Et là-dessus, on doit être d'accord. Mais quand c'est bien fait, aussi, on a l'honnêteté de souligner que c'est bien fait, n'est-ce pas? Oui, mais personne n'a dit le contraire. Okay, personne n'a dit le contraire. Tout le monde reconnaît, par exemple, qu'il y a certaines rues qui étaient impraticables à Cotonou, mais aujourd'hui, vous pouvez circuler librement par ces rues. C'est sous le régime Talon que c'est fait. Tout le monde reconnaît cela. Mais dire en même temps qu'il est à la place de Dieu par rapport à ça, c'est exagéré. Et ça, c'est le rôle peut-être d'un communicant. Le journaliste ne le dira pas. Il fera le constat qu'effectivement, il y a des rues qui étaient hier impraticables, mais qui le sont aujourd'hui. Donc, à ce niveau, personne ne dira donc le contraire, je l'ai dit. Alors, pour revenir donc à votre préoccupation, au niveau du ministère de l'Intérieur, moi, je n'ai pas noté d'avancée, mais ce que je pense beaucoup plus pour ces communales-ci, c'est que les policiers seront beaucoup plus déployés dans certaines régions qui avaient échappé à l'autorité de la sécurité dans le temps, parce qu'ils avaient sous-estimé la menace sur le terrain. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'engouement, il y a des lois restrictives aujourd'hui, je l'avais tantôt évoqué, où vous ne pouvez plus vous retrouver à 10 donc, sur l'espace sans que le pouvoir ne vous interpelle. Donc, de ce point de vue, je crois que il y a déjà des mesures d'anticipation qui ont été prises et donc ce n'est pas cette fois que ce sera déployé, donc ça ne va pas susciter autant d'attention de la part donc, du public pour décrier donc, le ministre de l'Intérieur. Je crois aussi que les policiers sont davantage sensibilisés pour ce qui concerne le maintien de l'ordre parce qu'ils ne sont pas allés sur le terrain pour tirer sur la population comme ils en ont la facilité aujourd'hui. Donc ils vont beaucoup plus quadriller l'espace et savoir aussi que le coronavirus c'est pour tout le monde, aussi bien pour l'agent de sécurité que le citoyen qui est venu exprimer son vote. Donc chacun doit pouvoir rester dans son camp et faire convenablement son travail et je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de doute. Oui, pour revenir au rôle d'une autre institution phare, indispensable, la Cour constitutionnelle, comment vous l'avez observé cette fois-ci? Non, mais elle a joué son rôle déjà, c'était pour le 28 avril 2019, donc sortir un certificat pour exclure certaines personnes. Ça a été fait. La loi a prévu ça? Non. Okay, oui. Non, je crois que par rapport à ces élections, vous allez voir, la Cour constitutionnelle, elle est moins sur les projecteurs, sur le feu des projecteurs, parce que ce fameux certificat que la Cour avait donc sorti, comment dit-on, en 2019, et dire dans l'interprétation de la loi, voilà, nous devons désormais nous conformer à ça, il faut donc un certificat de conformité, ce qui a conforté le ministère de l'Intérieur en disant c'est une décision de la Cour, ce n'est pas moi, en tout cas le ministère de l'Intérieur était bien protégé, et nulle part dans le code électoral, les gens faisaient une certaine déduction, alors que nulle part il n'était donc inscrit qu'il fallait avoir un certificat de conformité. Et pourquoi? Tous ceux qui, par le passé, on vilipendé en disant non, c'est l'interprétation. Au nom de quoi, par exemple, pour ces élections, le gouvernement abandonne, par exemple, la question du certificat? Au nom de la paix. Quelle paix? Ça voudrait dire que quelque part, on était conscient qu'il y avait une certaine manipulation, une mauvaise interprétation, mais malheureusement, la Cour constitutionnelle, content quand même. Voilà, donc, il ne faut forcément pas se servir de ces prérogatives que vous donne la Constitution pour faire beaucoup de choses. Au demeurant, je crois principalement que pour la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, elle est moins au devant de la scène. C'est ce qu'on demande à la Cour. La Cour est au couvent
La Cour n'a pas vocation à faire du buzz, à être tout le temps dans les médias. C'est le dernier juge auquel on a recours quand tout le monde est peut-être fatigué de dire, et quand le sage parle, nous devons tous nous taire. Voilà un peu la posture qu'on demande donc à la Cour constitutionnelle. Mais au-delà de tout, il y a quand même une crainte aussi que j'ai pour ces prochaines élections. Vous avez une crainte. Vous allez nous la dire tout à l'heure. Ouais. Mais avant ça, on ne va pas l'oublier. L'institution qui est vraiment sous les feux de la rampe, il s'agit de la Sénat. Très, très critiquée hier. Malheureusement, elle n'en est pas moins encore cette fois-ci. Et même ceux qui sont récemment sortis de la course n'ont trouvé à jeter de la pierre qu'à la Sénat. Vous trouvez que c'est dans la normalité des choses ou bon, il fallait trouver le bouc émissaire parfait? Mais quand vous lisez un peu les argumentaires des uns et des autres, vous avez quand même des griefs. Même si vous, à votre niveau, vous ne voulez pas les porter, il y en a qui ont le courage de dénoncer cela. Alors, je l'ai dit, Landry l'a rappelé tout à l'heure, le trop perçu. On vous demande seulement, venez chercher les dossiers, les supplés de dossiers que vous avez. Ce n'est pas des mineurs qu'ils ont mis sur leur liste. Par contre, il y a des partis qui ont violé la loi, parce que celui qui n'a pas encore l'âge de voter ne peut quand même pas prendre part à une élection de cette nature-là. Maintenant, des partis se sont retrouvés avec leurs mineurs dans leur dossier. Est-ce que parce que des partis même proches du pouvoir ont des mineurs, que cette fois-ci, la Sénat n'a pas jugé utile de tabler donc sa sanction sur le cas des mineurs? Vous avez eu les éléments de réponse. Il paraît que c'est des malcompréhensions. Ce qui était qualifié de mineur n'en était pas véritablement une. Après explication, les partis ont pu s'entendre. Qui l'a dit? Ce n'est pas moi. C'est la Sénat qui a évoqué ça. Alors quand ça se passe comme ça, et qu'un parti, parce qu'effectivement il y a plus de dossiers de candidature, a été écarté de cette course-là, vous pensez que c'est normal ça? Non, il suffit simplement de garder tout le monde et de demander à cette partie-là, cette formation politique, de venir chercher beaucoup plus le trop perçu qu'il y a, histoire donc d'étudier maintenant ces dossiers convenablement aux autres. Alors celui qui a écarté, Moël Bénin, il a également des arguments, il s'est rapproché donc de la Cour. Le parti projette même un mémorandum qu'il va placarder dans ses annales, l'histoire de montrer jusqu'à quel point un travail de fond a été fait, mais pourtant, sur la forme, la loi a été dite et puis elle s'est pliée. Donc, c'est dire simplement, Joël Etondi, que cette Sénat continue de nous surprendre depuis l'avènement de la rupture par la tenue des élections, parce que par le passé, les tests, un peu corsés aujourd'hui, ont été quand même respectés. La Sénat n'a jamais été autant décriée. Et il doit quand même avoir un problème. Emmanuel Tiando et les siens devraient quand même à un moment donné se regarder en face et se dire, mais est-ce que véritablement, pour le travail républicain, nous sommes vraiment en phase avec le peuple? Alors, si c'est la question à ce niveau, oui. Le problème, est-ce le personnel ou le type de test ou vraiment les aléas du moment? Parce qu'ils ne sont pas à leur premier essai, c'est personnel surtout. Vous savez, je fais la différence entre évidemment la qualité des gens qui sont au niveau des institutions. Le professeur Emmanuel Tiando, c'est un enseignant d'université, on le connaît plusieurs fois, mais on connaît sa carrière politique. Il a géré également d'autres élections. Ce que je voudrais demander, c'est-à-dire la seule phrase que je voudrais prononcer pour tout résumer, il faut laisser les gens travailler. C'est-à-dire, je n'en dirai pas plus. Il faut laisser la main aux institutions, faire convenablement leur rôle quand elles sont donc autonomes. Le sujet qui vous tenait à cœur, vous allez la crainte dont je parlais, c'est la question des 10%. Parce qu'en l'état même actuel, au niveau des blocs, les deux blocs que je présume qu'ils pourraient donc avoir au moins les 10% sans crainte, c'est les deux blocs au moins du chef de, comment dit-on, qui soutient qui sont directement originels, l'UP et puis le bloc républicain. Or, il est dit que dans une circonscription, si vous n'avez pas les 10% au plan national, c'est que les sièges sont attribués aux autres partis. Alors, comment dans une circonscription où je suis peut-être populaire, on élit des gens et on va ramener quelqu'un d'autre là? Est-ce que les gens vont donc comprendre ce qui arrive? Donc, c'est l'autre crainte que nous avons pour dire que si on est donc en train de faire une certaine différence entre le processus électoral, inscription, validation, campagne, tenue du scrutin, dépouillement où on a eu des violences, il faut faire beaucoup attention. Je ne sais pas comment on va s'arranger, mais attention. Il faut la... Attention, oui, danger là. Oui, pour conclure. L'importation des chefs d'arrondissement et des maires dans des communes, ça va poser problème. Même si nous sommes citoyens béninois, eh bien, le Béninois reconnaît un président élu, ou même des ministres nommés, ou des députés élus également. Mais le Béninois ne reconnaîtra pas un CA venu d'ailleurs. Ça va poser problème. Merci à vous pour vos contributions. André Salanon, chers téléspectateurs, merci aussi d'être en permanence à nos côtés. Un grand merci à nos réalisateurs de tous les jours, juste dont ils sont. Moi, je vous fausse compagnie sur ces citations
d'un des plus grands présidents américains, Abraham Lincoln. Celui qui n'a un jour osé changer n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence ni de ses malheurs. Décidez-vous de vous changer un jour et vous aurez droit à une meilleure condition de vie et pourquoi pas d'espérance. À très bientôt pour notre numéro de 100% BD, toujours avec la même convivialité. Au revoir.